Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le WAC a pratiquement imposé une obligation à tous ceux qui viennent à ces manifestations, c'est de venir à l'heure. C'est très difficile au Sénégal de venir à l'heure, mais à force de leur dire ça tout le temps et de l'imposer, ils viennent toujours à l'heure. Donc, à nouveau, l'assistance, je voudrais m'excuser, mais il y avait beaucoup de trafic sur la route là, et voilà, donc nous allons commencer, mais nous n'avons pas beaucoup de retard. Pour le public, je voudrais vous présenter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jim Zumwa, qui vient d'arriver au Sénégal il y a quelques mois. Je crois que vous l'avez vu une ou deux fois à la télévision, mais c'est tout. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui disons dans notre bon Wolof, ambassadeur Dalal ak Jàmm. Alors, Excellence, vous êtes donc ici au Centre de recherche ouest-africain. Comme vous le savez, le Centre de recherche ouest-africain est né de la volonté commune de professeurs, chercheurs américains et professeurs, chercheurs sénégalais et ouest-africains d'avoir un centre où ils pourraient promouvoir l'expression culturelle et la recherche en Afrique de l'Ouest. Ce qui justifie l'existence de ce centre qui a maintenant plus de 20 ans, à peu près 20 ans. Le WAC travaille évidemment en relation avec les institutions de recherche sénégalaises et ouest-africaines, mais aussi avec les universités, avec les artistes, vous en voyez quelques-uns, et avec les chercheurs, et fait tout aussi pour venir en appui aux jeunes chercheurs, en particulier de l'université Cheikh Anta Diop, que vous voyez ici, qui sont les plus nombreux dans l'assistance. Le WAC travaille aussi en étroite collaboration avec votre ambassade. Aujourd'hui, ce matin, même avant que vous ne veniez, j'ai eu une réunion ici parce que nous sommes en train de préparer la mise en œuvre du projet du président Obama que vous connaissez, Yali, et les institutions impliquées étaient là jusqu'à pratiquement 13 heures. Mais nous avons déjà fait des réalisations avec votre ambassade, Excellence. Nous avons un premier projet qui s'intéressait à la problématique de la paix et à la problématique de la résolution des conflits. West African Peace Initiative, c'est comme ça que nous avons appelé son projet d'à peu près $1 million, 800 000 et quelques dollars, qui ont été mis à notre disposition grâce au département d'État et à votre ambassade. Et je crois que nous avons mis en œuvre ce projet sur 3 ans, peut-être à la satisfaction de votre ambassade. Le tout dernier projet qui nous vaut derrière ce bâtiment, c'est le projet qu'on a appelé DART. Mais ce projet-là ne s'appelait pas initialement DART. Il s'appelait West African Leadership, Young Leadership and Civic Awareness Project. C'était donc stimuler le leadership au niveau des jeunes africains, ça a auguré peut-être de Yali, et aussi surtout insister sur la présence citoyenne, le comportement citoyen et l'engagement citoyen. Je crois que ce projet-là aussi, nous l'avons exécuté à la satisfaction de votre ambassade. Au moment où je vous parle, et j'ai pensé à mon bureau que je voulais vous présenter, j'ai près de 250 films DVD qui sont le résultat d'une subvention qui a été donnée par le bureau du PRO à l'époque, et qui sont là et qui nous ont d'ailleurs aidés à travailler dans Black Instruments en montrant certains films comme Glory. Comme vous l'avez vu et vous avez discuté avec certains de nos étudiants, nous avons des studio programmes, nous avons aussi des groupes de chercheurs et de professeurs américains qui viennent pendant l'été. Donc voilà en économie, Excellence, le profil du WAC, mais vous apprendrez à mieux nous connaître avec le temps. Je voudrais, avant de terminer, faire mes salutations les plus marquées à 2 institutions qui nous ont accompagnés pendant le Black History Month. C'est l'association d'études américaines de l'université Cheikh Anta Diop qui s'appelle SAASA, mais c'est aussi le Dakar Gorée Jazz Festival dont le représentant est ici assis devant nous. Donc voilà, Excellence, tout en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, c'est l'un des rares déplacements, nous sommes privilégiés, nous sommes très honorés de vous accueillir, et voilà, et nous vous disons merci, et nous disons merci aux PRO et l'ensemble du personnel de l'ambassade. Merci beaucoup. Voilà.
Monsieur le directeur de West Africa Research Center, chers invités, chers étudiants, c'est un réel plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui au West Africa Research Center. Nous apprécions à sa juste valeur le rôle majeur joué par le West Africa Research Center dans la promotion des relations entre les États-Unis et le Sénégal à travers la recherche et les colloques scientifiques. Nous avons des liens de partenariat très étroits avec le centre et son directeur, Ousmane Sen. Merci, cher Monsieur Sen, à la fois de m'accueillir à l'occasion de ma première visite à WARC et d'organiser cet magnifique événement qui marque l'African American History Month. En Amérique, ce n'est que récemment que nous avons commencé à reconnaître les importantes contributions des Afro-Américains dans l'histoire américaine. L'un des pionniers de ce mouvement a été Carter Woodson, un historien formé à Harvard, qui a créé il y a un siècle l'Association pour l'étude de la vie et l'histoire des Noirs, qui a pour but de témoigner des réalisations des Américains d'origine africaine. En 1926, Woodson et ses collègues ont organisé la première semaine de l'histoire des Noirs. Il a préparé le terrain pour la création du mois de l'histoire des Noirs, le Black History Month, qui a vu le jour en 1976 et qui est célébré chaque année en février sur décret présidentiel. En tant que diplomate, j'ai passé une grande partie de ma vie à aider des étrangers à mieux comprendre mon pays. Chaque année, mes collègues et moi avons organisé des événements dans les ambassades des États-Unis à travers le monde en reconnaissance des réalisations et des contributions des Afro-Américains aux États-Unis. Nous rendons hommage au rôle qu'ils ont joué et permettent de rendre l'Amérique meilleure et le plus fort aujourd'hui. Mais nous reconnaissons également tout ce qu'ils ont enduré. De la brutalité de la traite des esclaves aux années de lutte contre la discrimination à travers les États-Unis, les Afro-Américains ont persévéré dans la revendication de leurs droits en tant qu'Américains. Les morts tragiques de Michael Brown à Ferguson et de Eric Garner à New York montrent que ce combat n'est pas encore terminé. En adressant au peuple américain au mois de décembre au sujet de l'affaire de Ferguson, le président Obama a déclaré « Nous avons fait d'énormes progrès au niveau des relations raciales au cours de ces dernières décennies. J'ai pu le constater que ma propre vie. Et ne pas reconnaître ce progrès serait, je pense, nier la capacité de changement de l'Amérique. Si nous avons parcouru beaucoup de chemin en tant que nation, nous avons encore un long chemin à faire pour réaliser l'idéal qui est inscrit dans notre déclaration de l'indépendance. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'entendre un ancien diplomate américain qui, après avoir servi son pays pendant de nombreuses années, s'est tourné vers l'enseignement, l'écriture et les conférences, et s'inspire de toute l'année passée en tant que volontaire de Cours de la paix, diplomate et éducateur. Diplômé de l'Université de Cornell, Sheldon Austin a également une maîtrise obtenue à la School for International Training et une maîtresse de l'Université de Paris 7. Grâce à cette expérience, il est exceptionnellement bien qualifié pour donner des cours sur la communication interculturelle et le marketing dans 2 universités de Paris où il vit. Aujourd'hui, M. Austin vous parlera des organisations de base dans le processus politique en mettant plus particulièrement l'accent sur la capacité de la campagne Obama à avoir recours aux communautés locales, notamment aux communautés afro-américaines. Je me ferai un plaisir de me joindre à vous tous pour la suite du programme pour discuter et prendre quelques réfléchissements
ce qui nous donnera, je l'espère, l'occasion d'échanger de façon plus informelle. À présent, permettez-moi de vous présenter notre orateur Sheldon Austin, à qui je vais laisser la parole. Merci. Bienvenue. Je suis ici à l'invitation de l'ambassade des États-Unis dans le cadre de Black History Month, comme a dit son Excellence l'ambassadeur. Et j'ai été invité pour vous parler un peu sur la participation de la population générale dans le processus électoral. Donc, on appelle ça en anglais grassroots organizing, qui veut dire organiser une communauté au niveau local. Et donc, c'était le président Obama qui a su vraiment prendre en charge cette manière de faire sa campagne électorale, de sorte qu'il a gagné, évidemment, mais il a mobilisé beaucoup de gens dans son activité de vraiment pousser les gens à se manifester et de s'organiser autour de lui. Bon, pour comprendre un peu, c'est ce que c'est grassroots organizing. Donc, normalement, quand on pense à n'importe quelle organisation, il y a toujours une hiérarchie. La grande différence, c'est que là, il y a les décisions qui ne sont plus prises par une personne ou une organisation centrale. C'est vraiment décalé et éparpillé un peu partout, donc parmi tous les gens qui sont intéressés par le sujet. Par exemple, il y a une organisation nationale qui a des succursales partout aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, il y a chaque succursale qui est responsable pour ses activités et qui dépend de moins en moins de l'organisation centrale, qui est quelque chose qui est complètement différent dans l'évolution de la politique ou des organisations en général. Aussi, il y a un contrôle qui est vraiment très très important au niveau de ces succursales, où il y a vraiment les gens qui participent dans une organisation de base à prendre les responsabilités, prendre des décisions sur ce qu'ils vont faire et comment ils vont faire. Et vraiment, ils se chargent de toute l'organisation du programme, d'essayer de chercher des fonds pour leur programme, etc. Donc, pour une fois, on a un système où le central n'est plus du tout le maître de tout le programme. Aussi, donc, c'est un système qui est très participatif, c'est-à-dire chaque individu a un rôle à jouer. Encore, c'est quelque chose qui est un peu différent de normes, de la situation normale en termes d'organisation, quand vous avez déjà une tête ou quelqu'un, une organisation qui gère tout. Là, c'est vraiment, chaque individu est inclus dans l'activité, chaque individu a un mérite, chaque individu a quelque chose, a son mot à dire. Et donc, c'est vraiment une organisation de base où tous les membres de l'organisation ont de quoi faire. En même temps, ça représente les masses, le peuple, les gens qui ont intérêt à vraiment travailler pour le bien du système politique. Et c'est ça ce qui est très intéressant avec un mouvement de base. Pour une fois, vous avez tout le monde qui est concerné par la politique ou par un sujet est impliqué dans la manifestation de comment ça va évoluer. Chose encore qui est un peu différente des normes. Les normes, comme je vous avais déjà dit, se font normalement avec une tête ou une organisation qui gère tout, qui contrôle tout, et les autres, les masses, n'ont rien à dire, ils suivent les directives. Mais ça change avec ce genre de grassroots ou système de base. L'exemple que je vais utiliser pour vous, donc, c'était une organisation qui a été créée en 2008 par deux étudiants de l'université de Yale.
Ça s'appelle Obama Works, les travaux d'Obama, où on peut dire Obama fonctionne. Et c'est une organisation qui a été créée dans le nord-est des États-Unis, mais qui a eu une étendue nationale des États-Unis. L'idée de cette organisation, c'était pour la première fois, les volontaires allaient entrer dans les communautés et travailler pour les communautés en même temps en montrant les valeurs de la campagne d'Obama. C'est-à-dire, ils allaient en même temps montrer à la communauté tout ce qui s'intéressait Obama en termes de l'amélioration des choses pour le peuple, et en même temps montrer que c'est un candidat ou c'était un candidat qui était là pour travailler dans leurs intérêts, qui était concerné par tout ce qui se passait au niveau de la base de ses activités et des activités de la communauté. Donc, pour une fois, on voit qu'il y a les volontaires qui travaillaient au nom du candidat, mais en montrant que ces valeurs étaient les valeurs qui étaient partagées par la communauté. Et en général, on ne voit pas ça, comme je ne cesse pas de répéter, c'est assez important de voir qu'il y a une divulgation, il y a une génération des activités sur un plan plus localisé, chose qui était inouïe, dans un certain sens, avant. Ça a toujours été une politique où la tête dirigeait tout, et vraiment, donc, les masses étaient en train de regarder, entendre tout ce qu'on leur disait, mais ils n'avaient pas leur mot à dire. Pour une fois, on voit un grand changement sur ce plan, où il y a tout le monde a quelque chose à dire et se montrer. Donc, avec Obama Works, il y a un système qui a été créé pour montrer que l'intérêt de la campagne électorale était aussi l'intérêt de la communauté, donc du peuple. Cette organisation donc a commencé dans le nord-est des États-Unis et au fur et à mesure s'est éparpillée à travers les États-Unis. Donc c'était vraiment quelque chose d'un peu différent. Et ça a montré que le Parti démocrate était vraiment concerné par les gens. Et il s'intégrait dans les communautés pour montrer qu'ils venaient du peuple et que vraiment c'était quelque chose de très important pour le mouvement. Que le mouvement d'Obama était un peu différent de la politique traditionnelle. Et c'était ça qui était son point fort, qu'il a montré que oui, je viens de chez vous aussi, je fais partie de vous, qui n'était pas forcément le cas quand on voyait les autres candidats auparavant, où on voyait le candidat, mais on n'avait vraiment presque pas de contact, on ne sentait pas du tout que forcément le personnage venait du peuple. Donc, quand on voit au fur et à mesure cet Obama Works, cette organisation commençait vraiment à s'éparpiller, comme j'avais dit, à travers les États-Unis, et il partageait le message de la campagne, qui était très important. Ça a mobilisé les gens, ça a beaucoup mobilisé les gens, c'est-à-dire, pour la première fois, ils entraient dans les communautés, pas seulement pour une campagne électorale, mais aussi pour montrer qu'ils s'occupaient de la vie quotidienne de la communauté. Encore une fois, c'était une manière complètement différente d'agir sur un plan politique. Et ça, c'était un moment fort pour la campagne d'Obama parce qu'il a pu mobiliser, il a pu toucher les gens d'une manière qui n'a jamais été faite avant. Et donc, d'un coup, il y a beaucoup plus d'intérêt qui a été généré sur un plan de masse qui n'était pas du tout censé être normal. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant quand on y pense, que les personnes, les masses s'intéressaient de la politique d'une manière qui n'était pas du tout vue dans le passé. Et c'est vraiment, ça a beaucoup changé les mentalités, la manière de gérer une campagne électorale.
Maintenant, quand on voit, il y a la réussite de la campagne de Barack Obama, il y a eu un grand changement sur le plan politique, de sorte que, actuellement, toutes les campagnes électorales, ou même les causes sociales plutôt, travaillent plus ou moins de cette manière. Ils essaient d'infiltrer dans les masses pour avoir un soutien qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, c'est le soutien du peuple qui fait la force de ces campagnes. Quand il y a une organisation communautaire locale, c'est la communauté qui contrôle tout. Quand on pense aux grands centres, aux organisations centrales, le fameux Big Boss, là où il contrôle tout, un des grands problèmes, il fallait toujours compter sur la bonté du centre pour disperser l'argent, pour disperser les dirigeants, pour expliquer comment faire tout pour réussir dans la campagne. Pour la première fois, on voit avec cette dispersion locale que chaque localité prenait responsabilité pour ses actes, prenait ses décisions, ses propres décisions, et avec ça, donc, ils étaient plus fiers de ce qu'ils faisaient, et en même temps, ça donnait un peu plus d'élan sur les activités. Et donc, c'était assez important de se rendre compte de ça. Évidemment, on est dans le 21e siècle. Et à part le fait de faire des œuvres sociales au sein de la communauté, l'Internet a joué un rôle primordial dans le succès de la campagne de Barack Obama. Et il a su en profiter. Pour la première fois, on voit dans une campagne électorale aux États-Unis que l'Internet est entré pour divulguer les messages qu'il voulait passer aux gens. L'Internet, comme vous le savez tous, a changé notre vie au quotidien. Comment? D'abord, il y a Messenger, c'est-à-dire il y a des messages qu'on peut partager avec n'importe qui. Aussi, il y a l'industrie du spectacle, les MP3, les iPads, musique, les spectacles, n'importe, ça en fait partie. Et aussi, il y a le commerce. On fait de plus en plus d'achats sur Internet. Voilà, donc ça a vraiment changé notre manière de vivre au quotidien. Les médias sociaux, tout le monde en parle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'on arrive à communiquer avec la famille, les amis et des milliards d'inconnus en même temps. Donc, pour divulguer un message, il suffit de se mettre sur Facebook, sur l'Internet, n'importe comment, et vous passez un message qui peut atteindre des millions de personnes avec un clic. Chose qui était impossible avant l'Internet. Donc, on divulgue des messages dans l'espace d'une seconde à le monde entier, sur la planète entière. Et donc, ça a beaucoup changé la manière de passer des messages. On a email, Facebook, Skype, donc nous a ouvert le monde entier plus facilement. Et ces nouvelles technologies, donc, ont introduit des changements dans notre manière de communiquer avec les autres personnes, et surtout dans le système politique. On traite l'information d'une manière complètement différente aujourd'hui. C'est beaucoup plus rapide, et on touche beaucoup plus de gens très très vite. Donc, on rassemble le message des données dans un espace de quelques heures, et en plus, on fait un clic, et déjà on partage tout avec des millions de personnes en même temps. Le message devient très important et très très rapide. Quand on pense, il y a 20 ans, pour faire une activité politique, qu'est-ce qui se passait?
On faisait des brochures, on imprimait, on mettait dans le snail mail, on appelle, dans la poste. Et ça prenait des jours pour arriver. Et encore, c'est une question financière. Combien ça allait coûter pour envoyer à, je ne sais pas, une centaine, un millier de personnes. Ça a changé tout. Aujourd'hui, on clique et voilà, on a déjà envoyé tout ce que vous voulez à des milliers, voire des millions de personnes. Ça change tout. Bon, quand on parle d'Internet, il y a une communauté qui s'est formée et c'est important de savoir à qui on a affaire. Les étudiants, la jeunesse en général, vous êtes très adeptes à l'Internet et ça fait partie de votre quotidien. Les plus âgés, enfin non, on est en train d'entrer là-dedans, mais on n'a pas du tout les mêmes habitudes que vous passez votre temps à envoyer des textes, à passer sur Facebook et tout, et vous communiquez avec la planète entière dans l'espace d'un clin d'œil. Il y a des blogueurs maintenant qui prennent un peu la place des journaux, la télévision, ils divulguent beaucoup d'informations en même temps que les journaux ou la télévision. Donc il y a des milliers de personnes qui sont touchées par les mêmes intérêts. Notre troisième président des États-Unis, qui est aussi un des auteurs de la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis, nous a dit, et ça, à la fin du XVIIIe siècle, que l'information est la monnaie courante de la démocratie. Et aujourd'hui, on voit ça plus que jamais, puisque l'information passe si rapidement. Donc, l'Internet a offert un avantage énorme. Il a compris comment s'en servir. Donc, il a vraiment changé les donnes pour les campagnes électorales dans le futur. Il était jeune, il était passionnant, il était un peu différent. Et donc, il a utilisé tous ses caractères, ses qualités pour attirer les jeunes qui savaient divulguer son message plus rapidement que les autres partis de l'époque, il y a 7 ans. Il a fait du net son œuvre pour une campagne. Et aux États-Unis, on dit toujours « time is money ». Time is money. Donc, il n'a pas perdu de temps avec l'Internet. L'Internet l'a aidé à vraiment divulguer tout ce qu'il voulait. Et en même temps, il a gagné beaucoup d'argent dans le sens où il ne fallait pas dépenser beaucoup pour passer ses messages, qui était vraiment autre chose. Aussi, il a utilisé l'Internet pour ramasser l'argent, parce qu'une campagne électorale aux États-Unis est très très chère. Et donc je vais vous parler d'ici peu sur une manière de ramasser de l'argent. Les républicains, en 2008, utilisaient toujours le réseau qui maintenant est un peu de l'antiquité, si vous voulez. Pas forcément, mais ça veut dire ils utilisaient les manières traditionnelles et typiques de divulguer l'information. Donc, ils n'avaient pas la rapidité ni l'étendue pour toucher autant de personnes si vite, si peu cher. Maintenant, on se rend compte qu'il faut travailler avec l'Internet, sinon il n'y a rien qui se passe. L'audience, tout le monde regarde l'Internet et on sait où trouver les informations. C'est assez important. Un petit exemple que je voulais vous donner. Vous avez reçu un petit papier qui s'appelle ActBlue. ActBlue, c'est une organisation qui s'est créée pour aider les campagnes.
Et le bleu, ça vient du fait qu'aux États-Unis, on parle des États rouges et des États bleus. Les bleus sont les démocrates ou les partis plus à gauche, et les rouges sont plus à droite et les républicains en général. Mais donc l'Acte Bleu, c'est une organisation qui a été créée par des jeunes pour aider les politiciens à ramasser de l'argent. Et je vais en parler un tout petit peu, juste pour vous ayez une idée. Vous avez le papier, donc vous pouvez lire à votre aise. Mais c'est une compagnie, une organisation à but non lucratif. Et ça aide dans la technologie pour ramasser de l'argent, pour soutenir des candidats et des causes sociales. L'idée de l'Acte Bleu, c'est pour démocratiser tout ce qui est politique, pour vraiment que les masses soient impliquées dans toute activité électorale. Donc, ils créent des outils très puissants pour que les candidats et les personnes, les organisations, les ONG puissent travailler en ramassant de l'argent pour leur cause. Et c'est vraiment une manière très facile de faire des choses. Je termine, parce que je termine, après je vais prendre plutôt des questions sur ce sujet, mais je termine pour vous montrer, quand on parle de contribution, il faut beaucoup d'argent, je vous avais dit ça. Là, je dis, il y a la démocratie en action, parce que, tout simplement, il faut $1 et vous pouvez contribuer à une campagne ou pour une cause sociale. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup d'argent, même les gens qui n'ont pas beaucoup, si ils tiennent une cause à cœur, ou si vraiment ils veulent soutenir un candidat, ils ont moyen de le faire. Maintenant, tout le monde a accès à l'Internet, plus ou moins, donc c'est facile. $1, qui n'est pas beaucoup d'argent, même pour une famille qui n'a pas beaucoup, mais s'ils ont une cause qu'ils pensent qui est très sérieuse, qu'ils veulent soutenir, $1, ça va aider la personne qui va les représenter. Et donc c'est quelque chose, c'est une manière de démocratiser un système qui, jusqu'alors, était vraiment contourné des gens qui avaient beaucoup d'argent, et nous, les autres, les masses, se sentaient un peu à l'écart du système. Mais ceci dit, Obama a pu donc, il a su utiliser la technologie, il est entré dans le 21e siècle pour nous montrer que, vraiment, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait les masses impliquées dans chaque activité électorale. Et lui, il a pu le faire, il a su le faire, et il nous a montré comment c'est important, et en même temps, comment même en faisant peu de choses, on peut faire entendre notre voix. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc je vous remercie d'avoir m'écouté, et je prendrai maintenant vos questions. Pardon. Voilà, monsieur Austin, merci beaucoup. J'ai écrit trois adjectifs vous concernant. Que vous étiez pédagogue, que vous étiez interactif, et vous avez un français admirable. Donc félicitations. Cela d'ailleurs annule un peu le rôle que je voulais me donner en tant que modérateur, mais permettez-moi pour organiser les débats de dire un certain nombre de choses. D'abord pour dire que ce que vous dites n'est pas étranger aux Sénégalais, puisque 2012 a sonné le changement dans les forces électorales au Sénégal. Ce qui a changé au Sénégal, ce n'était pas le fait d'électeurs. Ce qui a changé au Sénégal est la présence massive des jeunes à la place de l'indépendance. Ça a été une sorte d'engagement civique et tourné autour de l'utilisation de la technologie moderne. Dans notre cas, il est vrai qu'ils sont tous informatisés, mais l'outil informatique étant cher, ils se sont repliés sur le téléphone portable et les SMS ont fait la différence.
Exact. Ceci a été d'ailleurs confirmé par ce qui s'est passé dans un pays comme le Burkina Faso, où les jeunes ont fait exactement la même chose et ont téléphoné à leurs amis du Sénégal, en particulier à un mouvement qui s'appelle Y'en a marre, pour leur dire: vous devriez nous féliciter parce que nous avons fait exactement la même chose que vous. Donc la jeunesse plus l'outil informatique plus le téléphone portable, la spécificité du Sénégal, c'est que le téléphone portable, tant que vous êtes là à recevoir des appels, vous ne payez pas. C'est ça, Alors, et pour 100 francs, vous pouvez avoir du collectif. Donc c'est très facile pour eux d'échanger. Alors le dernier point peut-être que je devrais dire, c'est que c'est dommage que effectivement ces mouvements de la société civile ne soient pas là, mais peut-être que vous resterez suffisamment au Sénégal pour échanger avec certains d'entre eux, surtout les mouvements de jeunes. Alors le protocole de l'ambassade, je crois que vous devriez permettre qu'on ait des échanges sur 30 à 40 minutes, c'est ça? Et après on fera la réception. Voilà, donc voilà, je vous repasse la parole. Et les échanges seront sur à peu près 30 à 40 minutes, en demandant au public peut-être d'être précis dans les questions et aussi d'être court dans les commentaires. Mais si tu permettais, donc je voulais juste augmenter votre idée là sur le fait que les étudiants ont utilisé la technologie en 2012 ici au Sénégal. Il me semble que peut-être ils ont pris certaines idées de la campagne électorale d'Obama. C'est-à-dire, tout le monde a compris que c'était la jeunesse aux États-Unis aussi qui était très mobilisée pour travailler sur cette campagne. Chose qu'on n'avait pas vue depuis 1968 avec Robert Kennedy. C'était le premier grand candidat pour la présidence qui a pu mobiliser un peu la jeunesse. Mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé avec lui, mais c'était la seule personne qui a mobilisé avec autant de gens. C'est vraiment, ça a beaucoup changé, les donnes. Si vous avez des questions, messieurs, dames, s'il vous plaît, ne soyez pas timides. Oui. Son histoire personnelle, il a travaillé à Chicago, il a grandi à Hawaï, mais il a travaillé à Chicago comme un aide social pendant assez longtemps. Et bon, au fur et à mesure, il a fait l'école de droit à Harvard, et donc quand il est rentré à Chicago, il a travaillé dans l'advocatie, mais en même temps, il a décidé à un moment donné de se présenter pour être un sénateur d'État de l'Illinois, de l'État, pas du gouvernement fédéral. Et donc, à fur et à mesure, il s'est lancé de plus en plus dans la politique, jusqu'à ce qu'il soit élu sénateur d'Illinois au Congrès à Washington. Et bon, la suite, je crois que vous connaissez un peu, parce que lui, il est assez connu. Donc, il était sénateur quand il s'est candidaté. Mais, oui. La démocratie en action, c'est le fait que chaque personne peut donner tout ce qu'il peut. $1 qui est vraiment abordable pour n'importe qui. Donc ça montrait que vraiment le processus électoral était démocratique. Pour la première fois, tout le monde se sentait concerné et c'était ça qui est très important. Aussi, au début de votre déclaration, vous avez dit quelque chose. Obama, il a pu toucher à tout le monde, mais il y a un phénomène qui n'est pas tout à fait sur le sujet de ce discours, mais qui est très important pour comprendre pourquoi il a pu parler à tout le monde, c'est le fait qu'il est vraiment biracial, de père africain et de mère de Kansas. Et pour la première fois, il y a la question raciale qui est entrée dans une campagne électorale, parce qu'aux États-Unis, on en parle mal encore, mais c'était vraiment quelque chose que si on écoutait les commentaires à la radio, à la télévision, on disait, mais il est à moitié blanc. Donc d'un coup, on disait que il a quelque chose, je vois quelque chose de moi en lui. Même s'il est brun de peau, il y a quelque chose que je peux voir, qu'il a quelque chose qu'on partage. Et donc pour la première fois, il a pu rassembler son savoir, toute la population, parce qu'il a un peu de tout. Et ça, c'est assez important. Voilà. Question. Question. À lui. Pardon. À lui, pardon.
Excellence, Excellence. Ceux qui sont intervenus, je me dois de le faire. Louis est le président de l'association Sasa, qui est à l'université Cheikh Anta Diop, et Moussinian est le directeur de Dakar Gorée Jazz Festival. Voilà, c'est les partenaires directs. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils monopolisent la parole. Je m'excuse. Voilà, merci professeur Sen. Donc je voudrais au nom des trois partenaires, le WARC, Sasa et Dakar Gorée Jazz Festival, remercier le professeur Austin, le diplomate Austin, pour son brillant exposé. C'était très bien, c'était très clair. Alors, moi, ce que je voulais dire seulement, c'est une petite question que je voudrais vous poser, parce que j'ai eu la chance d'être aux États-Unis pendant la campagne de 2012 de Obama. Donc, j'ai vu ce dont vous avez parlé, les contributions et tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, et je voudrais que vous reveniez sur ça. C'est les volontaires qui faisaient les porte-à-porte, qui allaient de maison en maison pour parler aux gens. Comment est-ce qu'ils étaient choisis, ces volontaires, et d'où tirait-il le message qui passait aux populations, aux vieilles personnes qui n'ont pas Internet? Parce que tout le monde n'a pas Internet. Les vieilles personnes, les 90 ans, voilà, il fallait aller dans leur maison et leur parler. Et je pense qu'il y avait des volontaires qui étaient choisis pour ça. Et dans votre exposé, vous n'avez pas insisté sur ça. Je voudrais que vous reveniez peut-être sur ça. C'est le porte-à-porte. Oui, mais en fait, peut-être j'en ai pas parlé parce que la porte-à-porte a existé depuis toujours. Ce n'est pas une nouveauté dans les campagnes électorales. La porte-à-porte, que je sache, a commencé dès le début des États-Unis, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, chaque fois qu'il y a une campagne électorale. C'est vraiment pas neuf. Mais ce sont des volontaires, des gens qui sont engagés, parce que dans chaque communauté, il y a des bureaux des partis. Et donc, des gens qui sont des volontaires vont là et on leur donne la tâche de passer de porte à porte et de parler de la campagne, de parler de la politique du candidat et de vraiment expliquer, essayer de les convaincre de voter pour le candidat en question. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe depuis belle lurette, comme on dit en ancien français. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas une nouveauté, ça. Mais c'est quelque chose qui existe tous les ans, on le voit. On le voit. Question, s'il vous plaît. Voilà. Ah, pardon. C'est ambassadeur, non? Je ne vais pas vous mettre trop la chaise chaude, non, pas du tout. Non, bon, il a fait comme n'importe quel politicien, il a fait des promesses. Je crois qu'il aurait bien voulu les réaliser, mais il y a notre système, il faut tenir en compte comment fonctionne le gouvernement américain. Parce qu'il y a le Congrès qui le bloque à droite et à gauche quand ils veulent faire une initiative. Donc ce n'est pas la manque de volonté, mais c'est le système qui fonctionne tel quel. Il n'y a pas moyen de vraiment de passer autour d'un système qui est vraiment ancré dans notre démocratie. Il n'y a pas moyen. Mais comme un politicien, je crois qu'il veut bien réaliser pas mal de choses. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu difficile parce qu'il a pas seulement le Congrès, mais il y a la Cour suprême. Donc il y a deux autres entités qui font partie de notre checks and balances, on les appelle. Donc d'une manière qu'aucun des trois départements, si vous voulez, s'emporte sur l'autre. C'est-à-dire il faut qu'il reste une égalité dans tous les trois. Et notre système, notre constitution a été rédigée d'une manière vraiment de protéger les pouvoirs et les responsabilités de chaque de ces départements, de chaque groupe. Donc, il veut faire des choses, mais des fois, il n'arrive pas à les faire. Mais ils l'ont fait quand même. Voilà, pardon. Bonjour, je m'appelle Sira Diop, professeur d'anglais. Donc, pour répondre à ce que venait de dire l'autre, je ne sais pas s'il a réalisé quelque chose dans la politique, mais dans le social et le culturel, je me rends compte qu'il a créé une initiative très profitable aux Africains. Avec le YALI, c'est un programme où on insère les jeunes leaders africains, on les invite aux États-Unis pour connaître l'expertise africaine. Donc cela m'a vraiment séduit
Et c'est une initiative qui nous plaît bien, nous les Africains. Je me suis souvent, il est en train de parler avec eux, il communique avec eux, ils écoutent leurs préoccupations et il les laisse, en tant que leader, choisir pour la destinée de l'Afrique. Et une fois de retour à leur pays, ils disséminent ce qu'ils ont appris de nouveau et ce qu'ils ont partagé entre Africains. Donc ça, c'est une bonne initiative pour moi. Merci. Merci à vous. Question. Allez, pardon. Hein? Si. Pardon. Bonjour. Je m'appelle Abdoulaye Gaye, doctorant en département anglais, membre de SASA. Par rapport à 2008. Plus de gens que les républicains. Parce que s'ils avaient pu faire agir plus de gens, peut-être Obama aurait perdu. Mais Obama, il a utilisé la technologie, il a tout fait pour que des gens aillent voter. Pas seulement la communauté afro-américaine, mais tout le monde. Quand on voit la démographie des personnes qui ont voté pour lui, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes. Et ça, c'est une démographie qui est vraiment très importante. Et les républicains n'ont pas pu profiter de cette partie de la population, ces parties de la population pour vraiment les faire agir en leur faveur. Et donc, ils ont échoué. Oui. Et Obama, il a gagné. Donc, je crois que c'est ça. Question. Celui-là. Bonjour. Est-ce que Appuyez sur le bouton. Voilà. est-ce que, par exemple, ce n'est pas le fait qu'il prenne le discours sur celle qui voulait restaurer un peu les révolutions Pardon, je ne comprends pas exactement ce que... Qui vérifie que les deux autres ne superent pas leurs responsabilités, ne vont au-delà de leurs responsabilités. Donc, ça pose énormément de problèmes, dû au fait que, même s'il veut agir et faire des choses, il n'arrive pas à le faire. Donc, le public, en général, qui veulent certaines choses, on a eu la crise en 2007, Obama n'était même pas président, mais ça a eu un effet, et les gens, en général, ils veulent une réaction, ils veulent un retour très vite. Chose qui est impossible dans une gouvernance, dans tout ce qui est économique. Il n'y a pas de changement au jour le lendemain. Malgré le fait que, voilà, on a élu un président, donc d'ici 6 mois, je veux voir un changement dans tout ce qui se passe autour de moi. Malheureusement, ce n'est pas aussi vite que ça. Et donc, les gens, ils ont voté, surtout, ils ont voté pour, c'est ce qu'on appelle des sujets de pain et beurre, c'est-à-dire vraiment des choses de base. Et ça fait que, bon, les républicains ont pris les 2 chambres du Congrès. Mais si on écoute les experts actuellement, avec tout ce qui se passe, ça va être l'inverse pour la prochaine élection. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en même temps, s'il y a des choses qui ne vont pas bien pour les bourses personnelles de l'électorat, ils vont changer de camp, ils vont voter pour une personne qui pense va les aider dans leur vie quotidienne. Donc, c'est ça qui est important, très important. Bonsoir à l'assistance. Moi, c'est Dr. Touré, doctorant au département d'anglais. La question que j'avais, c'est-à-dire depuis un certain temps, on assiste à... Ces idées, on les connaît déjà. On les connaît. Et pour qu'un président soit efficace sur un plan politique, il faut qu'il pense à toutes les communautés, tout le monde aux États-Unis. Il n'y a pas moi et eux, parce qu'on est tous des Américains. Donc c'est très important
que les gens se rendent compte de ça. Et la communauté noire est un peu déceptionnée parce que on voulait voir une tournure plus positive vis-à-vis de notre communauté. Comme on avait déjà dit, il y a eu Ferguson, Staten Island, il y a encore des choses qui se passent, malheureusement, qui montrent qu'on a fait du chemin, mais on a encore du chemin à faire. Déjà, parce que j'ai donné cette semaine à l'université et autres endroits, je parlais du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, et j'ai dit que l'élection d'Obama, c'était la réalisation en partielle du rêve de Martin Luther King. J'ai fait un rêve, I have a dream. Mais c'est partiel, c'est pas à 100%. C'est pas à 100%, même pas pour les femmes. Je ne parle pas des femmes, je parle des femmes en général. Comme vous avez dû entendre, il y a une actrice qui a parlé avec les Oscars elle exige le même paiement pour les films qu'on donne aux hommes. Donc, c'est-à-dire, on a vraiment des causes pour lesquelles on devrait encore lutter aux États-Unis. Mais, je dis toujours, un de nos points forts, comme les États-Unis, comme gouvernement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et le fait de constater qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'on peut en discuter et essayer de trouver une résolution au problème. Si on fait semblant qu'il n'y a rien qui se passe, c'est vraiment la situation s'empire. Mais là, au moins, on sait qu'il y a des problèmes et on en parle. Et donc déjà, c'est pour aller en avant. Quelqu'un d'autre ne parle? D'autres? D'accord, pardon, excusez-moi. Merci, professeur. Moi, ce qui m'intéresse le plus, Ça marche? Oui. Merci, professeur. Moi, ce qui m'intéresse le plus, simplement, c'est au-delà des stratégies de campagne ou bien des programmes. Son avantage, c'était ça. Beaucoup changé. Et donc, il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas du tout, on réagissait pas de la même manière, tout était écrit, la télévision. Maintenant, on a les réseaux sociaux qui vraiment font qu'on peut communiquer beaucoup plus facilement et avec des millions d'inconnus d'un seul clic. Chose qui était impossible il y a 20 ans. Donc, je crois que quand on cite, fait ce genre de citation, il faut se rendre compte que les temps sont... Times are changing, les temps ne sont plus pareils. Et vraiment, et c'est pour cela qu'il a eu cette réussite avec le média. Madame, derrière. Bonjour, je m'appelle... Depuis assez longtemps sur le financement électoral. On a des lois qui nous disent combien chaque individu a droit à avancer vers un candidat. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des PAC, Public Action Committees, ou des super PAC, où on peut avancer encore plus d'argent et on n'est pas censé divulguer qui est la personne qui a donné l'argent. Est-ce que ça a un impact? Oui. On reconnaît, on sait que ça a un impact, mais le système étant si grand ne veut pas faire des changements trop vite. On en discute depuis un moment. D'ailleurs, il y a eu des doctrines, enfin des procès qui sont arrivés jusqu'à la Cour suprême pour parler du fait que chaque individu a le droit d'investir ou d'offrir son argent à un candidat ou à une campagne. Ils ont fait certaines limites, mais dans ces limites, comme je disais, il y a ces autres groupements où on peut donner encore plus d'argent. Et effectivement, chaque élection présidentielle devient de plus en plus chère. L'avantage qu'avec Obama, donc il a pu travailler avec les groupes de masse, de base, il a pu ramasser beaucoup d'argent, même si les donations étaient $1. Quand il y a 1 million de personnes qui donnent $1, ça fait $1 million quand même. Et donc c'est assez important de ça. Oui, c'est un grand problème et on le sait. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, mais jusqu'à présent, on ne peut rien faire parce que nos lois permettent des gens à offrir leur argent à eux aux compagnies. Il n'y a rien à faire. La dernière question se trouve là.
Bonsoir. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, c'était... Pardon, est-ce qu'il y a tellement de La choses? deuxième question, c'est dans ce système, est-ce que le Obama est national lui permettant? Ah oui, d'accord. Bon, comme je disais tout à l'heure, il a des contraintes. Il veut faire des choses, mais on a notre système de checks and balances. On a vraiment les trois différents partis du gouvernement. Ils ont un certain pouvoir et les autres deux partis sont toujours là pour vérifier qu'ils ne vont pas au-delà du pouvoir qui a été ancré dans la Constitution des États-Unis. Donc, lui, il peut beau essayer de faire des choses, mais il est bloqué à chaque coin de rue. Il est bloqué à chaque fois qu'il essaie de faire pas mal de choses. Donc, s'il n'arrive pas, c'est pas pour manque de volonté, mais c'est parce que le système est établi d'une manière qui n'arrive pas à le faire, à aller au-delà ou aller où il veut aller, carrément. Bon, et vite fait la première question, parce qu'il y a eu... La considération de la société américaine. Ah d'accord. Bon, oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce que l'Amérique, il a pu vraiment faire que l'Amérique se sente bien avec elle-même dans un sens? On voit que non. Et ça c'est un des grands, plein d'indications, plein de la communauté afro-américaine. Surtout quand on voit tout ce qui se passe, comme on disait, Ferguson, Staten Island et tout le reste. C'est-à-dire, on a pas mal de programmes qui ont surgi. Tout le monde pensait qu'on était entré dans une ère post-raciale après l'élection d'Obama, qui n'est pas du tout le cas. Qui n'est pas du tout le cas, malheureusement, mais parce qu'on voit encore, tout récemment, ces événements qui montrent qu'il y a des grands plaies qui s'ouvrent à chaque fois aux États-Unis et il faut qu'on travaille là-dessus, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que le système soit de plus en plus juste. Mais c'est un peu difficile, on essaie, on en parle, comme je disais tout à l'heure, mais on a pas mal de chemin à parcourir avant d'arriver à cette utopie dont Martin Luther King Jr. a rêvé. Mais on est sur le chemin et espérons qu'on continue dans le bon chemin. Et merci beaucoup pour votre attention et les super questions. Voilà, vous permettrez quelques mots pour clôturer. C'est à l'honneur de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous allons encore remercier Monsieur Sheldon Austin. J'ai donné un certain nombre d'adjectifs pour le qualifier, mais j'ajoute un troisième, particulièrement intelligent. Il faut être intelligent pour, en quelques mots, étant M. Robert Post, qui est le Public Affairs Officer de l'ambassade. Je vais vous dire pourquoi. Remerciez le Il n'est pas là plus de 6 mois. Il y a déjà un nombre d'activités qu'il déroule. Ça traduit peut-être son dynamisme. Moi, des fois, je me dis, est-ce que celui-là, il n'a pas été déjà en poste au Sénégal tellement il s'est mis dans la société sénégalaise. Une autre raison pour laquelle je le remercie, je le dis toujours à ses prédécesseurs, je le dis toujours chaque fois qu'il part, je le dis, j'ai des appréhensions. Ils me disent pourquoi? Parce que je leur dis, vous avez un système qui s'appelle le spoil system. C'est-à-dire, le président des États-Unis, quand il s'en va, son prédécesseur, quand il vient, il dégage tout le monde. Voilà, et je lui dis, peut-être que bon, par souci d'originalité, chaque PAO voudrait dire, moi aussi, je veux mes partenaires à moi. Est-ce que vous n'allez pas nous balayer? Mais ça ne s'est pas encore fait. Alhamdulillah, donc merci beaucoup. Alors, à ces remerciements, nous ajoutions, je crois que tous ces gens-là, qui vraiment ont essayé de faire quelque chose pour que Black History Month cette année soit dynamique. Vous l'avez vu, le nombre d'activités qu'on a eu dépasse de loin ce qu'on a eu l'année dernière et l'année d'avant. Ceci est dû, Excellence, et bon, à l'association qui s'appelle SASA, et vous avez entendu, c'est un représentant de cette association, mais il y a aussi Dakar Gorillaz Festival, avec M. Yan et ses amis. Tout cela, nous voudrions les remercier, en disant que quand même, il faut qu'on soit charitable par rapport aux politiciens. Je crois qu'il n'y a pas eu tellement d'hypocrisie dans le discours de Barack Obama, mais comprenez que c'est quelqu'un qui veut faire des changements révolutionnaires. C'est que Colin Powell appelait transformational change. Transformational change, c'est pas tout simplement le fait qu'on est élu
mais il voudrait un peu secouer les États-Unis et changer. Comprenez que ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de résistance. Là aussi, vous-même, vous résistez par rapport à certains comportements, certains changements que tout le monde vous demande de faire. Donc les sociétés sont difficiles à bouger. Et je crois que comme il a commencé, d'autres peut-être pourront entrer dans ce séance. Quelqu'un a dit de Obama qui danse. Oui, bon, c'est un danseur. Enfin, j'exagère. C'est un danseur, mais on l'a vu au moins danser. Pas aux États-Unis. On l'a vu danser au Sénégal. Si vous voulez l'anecdote, c'est très simple. Le jour du dîner offert par Macky Sall, il était là avec Michelle Obama. Alors, il y a eu deux artistes sénégalais. Il y a eu Baromal qui est venu chanter avec des chanteurs mandingues. Mais vous les regardiez, vous vous disiez que ces gens-là, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit en mandingue. Ils sentent ça dans leur vie. Et il a fallu, Youssou Ndour est venu. Il a fait un morceau. Ils ont écouté, ils étaient ravis. Le deuxième morceau, Michel ne pouvait plus se tenir, elle a commencé à danser. Évidemment, en bon gentleman, Barack Obama, non, il y a une Madame Sall d'abord qui l'a accompagné. Barack est sorti et a dansé véritablement. Macky Sall était derrière aussi, il voulait danser. Bon, alors, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Et je vais donner la parole à son excellence. Véritablement que la politique est l'apanage de personnes. Riches ou pauvres, on peut faire la politique parce que la mission première de la politique, c'est servir la communauté. Et c'est un appel à vous, jeunes. On disait au Sénégal, de toute façon, les jeunes parlent beaucoup, mais le jour des élections, ils dorment jusqu'à 16 heures. Non, je vois que ça c'est fini. Ça c'est fini. Mais, ce qu'il a dit, c'est important. De l'engagement civique à l'engagement politique. Comment peut-on faire pour que cette dimension civique, cette dimension citoyenne, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Pour la notion de give back, c'est très simple. Votre école primaire, c'est les impôts des paysans et de vos papas qui ont payé. Votre lycée, c'est vos papas et les paysans qui ont payé. L'université, c'est les mêmes. Quand vous réussissez, est-ce que vous pouvez le donner en échange? C'est une grande question. Mais cet exemple-là nous montre que c'est possible d'y répondre et de construire son propre avenir, parce que c'est le vôtre. Moi, je crois que je n'ai pas plus de 20 ans dans cette terre-là, alors travailler pour vous, bon, c'est pas mon travail. Merci beaucoup. Je viens d'arriver au Sénégal, ça fait 5 semaines maintenant. Et en écoutant tout ce que vous avez demandé aujourd'hui, j'ai l'impression que le niveau des études au sujet des États-Unis au Sénégal est dans un niveau très haut. Vous avez posé beaucoup de bonnes questions qui n'étaient pas du tout faciles à répondre. Et pour ça, je voudrais remercier M. Austin parce qu'il a bien expliqué la situation très compliquée aux États-Unis. Et je suis aussi très heureux aujourd'hui d'avoir eu l'occasion de rencontrer si beaucoup de professeurs d'anglais, de professeurs des États-Unis, parce que c'est très important pour les États-Unis et pour le Sénégal de mieux comprendre notre relation. Et donc, j'espère que vous allez poursuivre vos études au sujet des États-Unis. Et je voudrais aussi remercier le WAC pour avoir organisé cette bonne occasion pour de bonnes discussions entre beaucoup de Sénégalais et les Américains. Je vous remercie beaucoup. La discussion continue dans la